Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir que d'ouvrir le premier colloque d'Art sans exclusion sur le thème « Identité et droits des artistes ». Et je tiens à vous remercier, toutes et tous, pour votre présence. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à Franck Riester, ministre de la Culture, qui a accepté de parrainer cette manifestation, ainsi qu'à Marilyn Laplace, chargée de la coordination des politiques culturelles et de l'innovation au ministère de la Culture, qui vient de nous rejoindre. Je tiens également à remercier Marianne Ferifal, directrice de l'ADAGP, qui a accepté d'accueillir ce colloque, ce qui représente pour le Fonds Art sans exclusion et ses partenaires, MGEN, Interinvest et Matmut, une marque de confiance et un soutien important dans son action avec l'appui de l'association Égard, représentée ici par sa présidente Bernadette Grosieux, pour le respect des artistes et de leurs œuvres, qu'ils soient en situation de handicap ou de grande précarité. Mais sans plus tarder, j'invite Marine Laplace, qui nous a rejoint, en tout cas devant, et son intervention sera suivie de celle de Marianne Ferifal. Ensuite, je vous préciserai très rapidement les objectifs du Fonds Art sans exclusion, et ma prise de parole sera suivie de celle d'Éric Chenu, qui est vice-président délégué de la MGEN, qui nous expliquera pourquoi le groupe MGEN s'est engagé dans le Fonds Art sans exclusion. Et Bernadette, enfin, présidente d'Égard, interviendra pour vous éclairer sur les actions menées par son association. Madame, si vous voulez bien prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Je vous prie d'excuser cette arrivée tardive. J'ai presque failli manquer le début. Mais je tenais à être là et vraiment pour incarner ce parrainage que le ministère de la Culture a souhaité donner à cette manifestation. Et puis aussi pour peut-être dire à titre plus personnel la sympathie que j'ai tout de suite éprouvée pour les actions de l'association Egart, puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer d'abord Marie Giraud, puis Bernadette Grosieux, qui sont venus me présenter les activités. Alors, aujourd'hui, finalement, je représente le ministère et ça tombe assez bien, on va dire, à deux titres. D'abord parce que je m'occupe de démocratisation culturelle et que, bien évidemment, le volet d'accueil des personnes en situation de handicap est l'un des axes extrêmement importants de notre action, qui est une action finalement en direction de tous ceux pour lesquels on pense qu'il faut que la puissance publique ait une action particulière et sans laquelle on se dit que peut-être certains resteraient à côté de l'épanouissement, de l'enrichissement de tout ce que l'art et la culture peuvent apporter. Donc le ministère de la Culture pour les personnes en situation de handicap fait beaucoup dans de multiples directions, tout simplement en rendant les bâtiments accessibles. C'est peut-être la chose qui est la plus visible mais qui est ô combien importante pour tout simplement la participation à la vie culturelle des personnes en situation de handicap. On a bien évidemment aussi de nombreuses actions pour rendre les œuvres accessibles, les livres, donc des choses un petit peu évidentes. Je cite les livres, mais aussi des choses qui nécessitent des interactions plus poussées, comme, et vous l'avez certainement constaté lorsque vous visitez les musées, des expériences de visite qui sont accessibles à tout le monde. Et je veux vraiment saluer l'engagement de tous les personnels du ministère de la Culture et de ces établissements publics qui font vraiment preuve de beaucoup d'investissement, de beaucoup d'imagination pour que chacun se sente accueilli, quelle que soit sa situation, lorsqu'il franchit les portes d'une institution culturelle. Donc des actions pour l'accessibilité des bâtiments, des œuvres, pour faciliter la rencontre avec les artistes, pour avoir des pratiques artistiques, même quand on est en situation de handicap, notamment dans les conservatoires de musique et de danse, mais pas seulement.
On souhaite aussi que les personnes en situation de handicap puissent accéder au métier de la culture. Donc on essaye de faire notamment que le réseau des écoles du ministère de la Culture soit un réseau accessible physiquement, mais aussi qui prenne en compte la situation peut-être de certains étudiants qui ont besoin d'un appui particulier parce qu'ils sont en situation de handicap, mais on a le désir qu'ils se sentent extrêmement bienvenus. Et enfin, et ça ce serait sans doute pour nous l'achèvement de notre politique, notre souhait est que les artistes en situation de handicap, eux aussi, puissent vivre leur vie d'artiste comme tout un chacun. Et là, je suis obligée de reconnaître que ce n'est pas forcément la dimension dans laquelle le ministère de la Culture est le plus avancé, ni la dimension avec laquelle il est le plus à l'aise. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été tellement impressionnée par tout ce que vous faites. Et je veux vraiment vous rendre hommage à tous ceux qui se sont mobilisés autour de vous pour le faire, parce que ça demande effectivement, finalement, beaucoup d'expertise. Il y a des sujets qui vont être d'ailleurs abordés aujourd'hui et je me réjouis d'entendre ce que chacun pourra dire sur le sujet. Il y a des questions de liberté individuelle, il y a des questions de droit d'auteur, il y a des questions de relation à la famille. Il y a vraiment une série de problématiques qui ne sont pas si simples que ça à traiter. J'ai vraiment trouvé que vous le faisiez avec beaucoup de cœur et avec un très grand sens de l'éthique. Donc c'était vraiment une belle rencontre qui arrivait à un moment où le ministère justement se demande comment il pourrait faire pour aller plus loin dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et puis aussi le moment où on se disait qu'à l'occasion des Jeux Olympiques que nous sommes en train de préparer, enfin que la France prépare à accueillir, il serait peut-être bien que puisqu'il y a des Jeux Olympiques paralympiques, il y a aussi cette dimension-là, que nous puissions faire ce qui avait été fait à Londres, c'est-à-dire avoir un moment au cours de l'Olympiade culturelle où des artistes en situation de handicap seraient eux aussi mis à l'honneur, mis en avant, comme les sportifs en situation de handicap le sont. Donc voilà, donc je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble sur tous ces thèmes et je vous félicite pour la journée, pour le travail accompli. Et j'étais vraiment heureuse, enfin je suis heureuse de passer ce moment de séminaire avec vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos propos qui effectivement nous touchent parce que nous partageons grandement ce que vous avez dit, notamment de par les objectifs du fonds de dotation et au niveau de l'association Égard. Si vous voulez bien prendre la parole. Oui, bonjour. Je serai très brève. Juste pour vous exprimer l'immense plaisir que la DAGP, la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, de tous les auteurs dans les arts graphiques et plastiques, à vous accueillir si nombreux aujourd'hui pour cette table ronde organisée par l'association Égard et par le fonds de dotation Arts sans exclusion sur un thème qui nous est cher, les droits des artistes et plus spécifiquement les droits des artistes d'art brut, notamment leur droit d'auteur, qui est quand même la mission première de cette maison. En tant que société d'auteurs, notre rôle est justement de protéger et de faire valoir les droits des créateurs, de tous, à partir du moment où leur œuvre est diffusée, quel que soit le mode d'exploitation, à la télévision, sur le marché de l'art, édité dans des livres. Et à ce moment-là, le droit, vous le verrez tout à l'heure dans la table ronde, à cette totale objectivité de ne regarder simplement que le fait de savoir si on est face à une œuvre d'art protégée ou non, quelle que soit la discipline ou le courant artistique de l'artiste, quelle que soit sa situation sociale, médicale, quelle que soit sa nationalité. Et ça, c'est cette grande universalité du droit d'auteur qui, je vous l'avoue, rend encore plus, donne encore plus de sens au fait qu'on vous accueille ici. D'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes du courant dit art brut qui sont membres de la DAGP, dont nous gérons les droits. Je vous en épargnerai cette belle liste parmi les plus magnifiques artistes.
Et aujourd'hui, dans un contexte où le statut de l'artiste au sein du ministère de la Culture, au sein du ministère des Affaires sociales, suscite de nombreuses réflexions, il y a une grande réforme à l'heure actuelle sur le statut de l'auteur dans notre société, le statut de l'auteur au sein des régimes sociaux, dans leur protection sociale, médicale, économique. Il est important que ces réflexions aujourd'hui aient lieu. Et donc, nous sommes encore une fois très heureux et nous serons très attentifs à vos travaux que je vous souhaite extrêmement fructueux. Ils le seront en tout état de cause. Et en tant qu'ADHGP, vous pouvez toujours, à tous égards, compter sur nous pour continuer. Oui, pour continuer à vous soutenir et à vous permettre de faire valoir le droit des artistes de l'art brut. Voilà. Donc, très bon colloque et merci d'être ici dans votre maison. Merci beaucoup. Merci à Marilyn Laplace, Marianne Ferifal pour leurs propos et surtout pour leur soutien. La question de l'identité et des droits des artistes touche aux objectifs même du fonds Art sans exclusion. Celui-ci est très récent puisqu'il a été créé en 2017 pour valoriser les œuvres d'artistes dits d'art brut et ce faisant contribuer à défendre une juste valorisation de leurs réalisations avec l'appui de spécialistes qui participent avec les administrateurs du fonds qui sont ici présents et les représentants d'Égard à la recherche et à la sélection des artistes et des œuvres avec toute la rigueur requise. La volonté du fonds est de faire connaître et reconnaître les œuvres et par voie de conséquence, au travers d'expositions de ces œuvres, de promouvoir les artistes, non du fait de leur situation personnelle, non du fait de leur état de santé, mais pour les compétences créatrices qui sont les leurs. Et vous avez dans cette salle un exemple au travers des différents tableaux qui sont exposés, de la qualité artistique des œuvres qui sont choisies. Compétence et non complaisance. Car nous défendons l'identité de chaque artiste, le respect de ce qu'il crée, et souhaitons, avec l'appui de l'association Égard, qu'il soit accompagné et défendu dans son parcours artistique. Au fond, la défense et la promotion des œuvres, à l'association Égard, la défense et la promotion des artistes. Ainsi, nous faisons nôtre cette phrase de Caspar David Friedrich : « Le peintre ne doit pas peindre seulement ce qu'il voit en face de lui, mais aussi ce qu'il voit en lui. » Je pense que ce n'est pas Jérôme Turpin qui me démentira. C'est une intériorisation qui révèle l'artiste, quel que soit son mode d'expression, et qui va dans le sens même que donnait Jean Dubuffet de l'art lorsqu'il indiquait que le vrai art, il est toujours là où on ne l'attend pas, là où personne ne pense à lui, ni ne prononce son nom. Art imprévisible, art inattendu, mais art à part entière. En mettant à disposition sa collection, aujourd'hui environ 80 œuvres, le fonds Art sans exclusion souhaite contribuer modestement, mais avec persévérance, à une meilleure connaissance de l'art brut et de ses artistes, en alliant œuvres connues et œuvres nouvelles. Après une première exposition dans les locaux de la MGN le 15 mars 2018, le fonds a poursuivi avec d'autres expositions dans les locaux d'Interinvest, au ministère des Finances ou lors de congrès de mutuelles, tel celui de la MASFIP, tout au long de 2018 et 2019. Un premier catalogue a été édité et diffusé largement, vous en avez d'ailleurs des exemplaires à l'entrée. Un deuxième catalogue est en perspective et devrait recenser et présenter les nouvelles acquisitions du fonds, avec toujours la même volonté de promotion et de défense des intérêts des artistes au travers de leur création. De premiers succès ont été enregistrés avec l'accueil d'œuvres d'artistes soutenus par le fonds Art sans exclusion et l'association Égard dans des musées présentant des œuvres d'art brut, tels le musée de Lausanne. Et Gaël le sait fort bien, puisque ces œuvres ont rejoint le musée de Lausanne. Mais tout n'est possible qu'avec l'appui et la confiance d'entreprises qui acceptent de soutenir sur le long terme l'action engagée, sans la présence de la MGN, d'Interinvest
et de la Matmut, rien n'aurait été possible. Aussi, j'invite Éric Chenu, vice-président délégué de la MJN, à me rejoindre et à vous donner le point de vue de la MJN. Merci pour votre attention et bon colloque. Merci Fabrice. Bonjour à tous et à toutes. Un grand merci pour cette invitation, pour cette initiative dans ces murs, parce que, comme l'a dit la directrice de cette belle maison, ça signifie beaucoup que cette exposition, ce colloque puisse avoir lieu ce soir. Je ne vais pas être très long, je vais simplement essayer de vous expliquer pourquoi la MJN a décidé, il y a 3 ans, sur la proposition de Bernadette Grosieux, la présidente d'Égard, de Fabrice, qui a tout de suite cru en ce projet, pourquoi un groupe de protection sociale, une mutuelle, santé, prévoyance, du champ de l'éducation, de la culture, de l'enseignement supérieur, s'est intéressé à cette question-là. Bien, tout simplement pour le groupe MJN, pour son président Roland Berthier, que j'excuse, malheureusement il n'a pas pu être parmi nous ce soir parce que se tient en même temps nos universités d'automne et il les anime. On a comme valeur le fait de lutter contre toute forme de discrimination. On a comme ambition de faire en sorte que chacun puisse s'émanciper. S'émanciper par l'éducation, par la citoyenneté, par la santé, par la solidarité, mais aussi par la culture. On pense qu'aujourd'hui, dans notre société, qui est de plus en plus morcelée, fracturée, où les relations peuvent être quelquefois tendues, il y a peu de choses qui peuvent nous unir et nous réunir. Il y en a 2 principalement. Il y a le sport et il y a la culture. Et pour nous, que ce soit pour l'un comme pour l'autre, ce sont des sujets et des lieux d'engagement. Et être présent sur le champ de la culture, c'est évidemment naturel parce que c'est notre champ natif de mutualisation, de présence. On protège l'ensemble des agents de la fonction publique d'État et territoriale du champ de la culture. Mais c'est aussi l'idée même que l'on se fait de la société, de la capacité à vivre ensemble. Et que les arts soient premiers, qu'ils soient bruts, qu'ils soient plastiques, peu importe, pour nous, pour tous les arts, il est utile de se mobiliser et de s'engager. On a plusieurs partenariats dans le champ de la culture, avec le Louvre, avec le musée de Versailles, avec le MUSEM, avec des partenariats sur un certain nombre d'initiatives et de projets en région. Et ça nous semblait très naturel et tout naturel d'être aux côtés d'Art sans exclusion pour, comme l'a dit Fabrice, à la fois défendre le point de vue des artistes, leur permettre de se réaliser, de ne pas être spoliés, de ne pas être floués, de pouvoir évoluer. C'est tout ce que peut amener Bernadette et ses équipes avec Égard. Et puis, surtout, assurer la promotion. On est au bout des 3 premières années du partenariat et du soutien, et on a décidé, le groupe MJN, de poursuivre cet engagement parce que les réalisations de ces 3 premières années, de ces 3 premiers exercices, les acquisitions, sont la preuve de l'importance de l'ensemble de ces arts bruts, quels que soient les supports, quels que soient les modes d'expression, et qui nous semble absolument essentiel, au-delà des catalogues dont Fabrice a parlé, mais de réfléchir aux moyens de faire connaître ces œuvres, de les faire voir au plus grand nombre, pour que demain, ces artistes puissent avoir du public, que le public puisse connaître l'ensemble de ces œuvres et l'ensemble de ces artistes. Et c'est pour ça qu'aux côtés d'Art sans exclusion, on va se mobiliser pour faire en sorte qu'une galerie virtuelle de l'ensemble de ces œuvres puisse être vue par le plus grand nombre. Ça n'empêchera pas, bien évidemment, des réunions comme celle de ce soir, pour le plaisir simple de se retrouver et d'être devant les œuvres en direct, mais ça nous semble être un plus
au-delà des catalogues, pour pouvoir faire connaître ces productions, ces artistes au plus grand nombre. Bonne soirée et bon colloque. Merci Eric, merci beaucoup. Alors j'ai déjà un micro, deux. Très bien. Merci Fabrice. Merci Eric. Je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous ce soir et de constater combien nous sommes nombreux. Et dans la salle, nous sommes nombreux et nous sommes très divers, car il y a à la fois des art-thérapeutes, des médecins, des historiens, des journalistes, des directeurs de musées, des directeurs d'établissements sanitaires, médico-sociaux, des écrivains, des psychologues, des juristes, des patrons de l'économie sociale, des critiques d'art. On se rend bien compte que ce thème, art brut, identité et droit d'auteur, est de ce fait au croisement de différents points de vue. C'est donc un événement en soi que cette diversité que nous représentons. Car ces deux secteurs, que sont celui du monde des politiques publiques en matière de santé, en matière de médico-social, au sens global du terme, au sens du soin, et celui du monde de la culture, de l'art, n'ont pas toujours été réunis. C'est un événement d'autant plus important qu'il se situe ici, à la DAGP. Donc, je m'associe aux remerciements qui vous ont déjà été formulés pour vous dire combien symboliquement faire ce colloque ici est très important puisque vous êtes l'antre de la défense des droits d'auteur. Cette rencontre de ces deux mondes, du médico-social, du sanitaire et celui de la culture et de l'art, eh bien c'est tout simplement l'objet de l'association Égard. Égard travaille depuis 10 ans à faire un pont entre ce monde du sanitaire pour assurer la promotion des artistes qui, à un moment donné, du fait de leurs difficultés, se sont trouvés dans ce monde-là pour être mieux pris en charge, mieux accompagnés. Mais pour autant, dans le cadre de l'exercice de leur art, ils n'ont pas vocation à y rester. Et il nous a semblé très important de construire ce pont pour que ces personnes puissent se mouvoir comme les autres dans ce monde qu'est celui de la promotion de leur œuvre, celui des musées, celui des critiques et celui des acheteurs et celui du marché. J'en profite pour saluer les membres de cette association, le premier président, M. Arnaud, qui est là, son vice-président Étienne Canéard, qui depuis le début est à mon côté, M. Diby, M. Stocking qui va à... M. Diby, son trésorier, voilà. M. Stocking qui va animer une deuxième table ronde, la deuxième table ronde, et Dominique Combe, une administratrice et soutien fidèle. Alors, nous accompagnons une vingtaine d'artistes, tous sélectionnés par un comité artistique indépendant de ceux qui composent le conseil d'administration. Et donc, nous les accompagnons sur le chemin des galeries, de la vente, des musées, des relations avec d'autres artistes et de la maturation de leur œuvre également. Grâce au fonds de dotation Art sans exclusion, qui nous a confié l'organisation de ce colloque, mais qui nous soutient depuis le début, nous pouvons nous consacrer à ce qui est, comme l'a dit Fabrice, notre rôle, à savoir accompagner les hommes et les femmes, que l'on considère comme des artistes, et nous pouvons leur donner une chance qui est celle de fréquenter des artistes historiques d'art brut, voire des artistes d'art contemporain, comme Myriam Kahn, comme pour montrer qu'il n'y a pas grande différence, en tout cas qu'il y a une certaine forme de porosité, ça les historiens le diront. Et donc nos artistes peuvent être collectionnés et peuvent fréquenter ces artistes historiques dans le cadre d'une collection qui est itinérante et qui éclaire leur travail à la lumière de leurs prédécesseurs. Donc je remercie vraiment Fabrice Henry, son président, et Éric Chenu,
vice-président de la NGEN, pour nous soutenir dans cette action. Ces deux tables rondes que nous allons donc entendre correspondent à deux idées qui vont de soi. On peut dire que la défense du droit d'auteur, le droit à la propriété intellectuelle ou le droit de prendre en main son parcours artistique et notamment de participer à l'élaboration de sa notice biographique est un droit que personne ne conteste. Je ne vois pas comment on pourrait le contester. Il va de soi. Mais l'important, une fois qu'on a un droit, c'est de le mettre en œuvre. Et ça, pour le coup, ça ne va pas toujours de soi. Donc, Égard travaille dans cette volonté de mettre en œuvre des droits qui sont incontestables. Entre autres, nous travaillons sur l'isolement de l'artiste. Plus que les autres, ces artistes doivent pouvoir être soutenus et être aidés dans leur parcours. Nous travaillons à l'entrée dans les écoles d'art pour les personnes en situation de handicap, notamment handicap mental, qui n'ont pas toujours le bac ou qui ne peuvent pas toujours effectivement arriver à un même niveau de diplôme, mais qui, sur la question artistique, pourraient tout à fait être considérés comme des élèves à part entière. On travaille sur le cumul des ressources de la vente d'œuvres avec celui de la hache, n'est-ce pas Gaëlle? C'est un thème qui t'est cher. Autant de questions qui ne sont pas résolues et que nous n'aborderons pas ce soir. Ce soir, on se consacre à deux questions, la question du droit d'auteur et de la notice biographique. Dans le cadre de la première discussion, la vision des chercheurs, historiennes d'art, donc Madame Déborah Couette, Madame Cécile Delavaux, Céline Delavaux, pardon, Madame Marie-Hélène Vigne, avocate, spécialiste de la propriété intellectuelle, et Madame Fanny Dutheil, juriste de la DAGP, vont nous éclairer sur cette question. Mais ce débat sera précédé d'une championne de l'art brut, Martine Luzardi, qui en tant que directrice de la Halle Saint-Pierre est une pionnière, une championne et qui va nous raconter son histoire. Dans la deuxième discussion, Denis Stocking, président, donc vice-président d'Égard, président d'un think tank européen spécialisé dans l'économie sociale et également spécialiste des politiques culturelles, donnera la parole aux artistes. Donc sur scène, nous aurons des artistes d'Égard, Natacha Guillet, Léla de la Salle et Gaëlle Dufresne. Et nous aurons également dans la salle d'autres artistes qui, s'ils le veulent, prendront la parole. Claire L'Ancien, je ne l'ai pas vu, et Jérôme Turpin, je l'ai vu. Je ne doute pas qu'il voudra participer. Cette table de ronde sera animée par Denis et elle sera introduite par un artiste bien connu, très engagé, qui est Hervé Di Rosa. Je ne sais pas si Hervé est arrivé. Super. Et qui va donc, avec Françoise, introduire cette table, Françoise Monin, qui est une référence dans l'histoire de l'art et qui va nous parler d'une de ses rencontres. Elle en a fait beaucoup. En tout cas, là, tu vas nous parler de la rencontre avec André Robillard. Avant de terminer, si vous permettez, je voudrais faire une comparaison et plutôt un rapprochement d'idées, peut-être un peu osé, vous allez me dire, mais en tout cas, j'ai envie de le faire. À l'instar de Felwine Sarr, qui, en tant que co-auteur du rapport sur la restitution des œuvres d'art africaines, ce rapport a été remis par Felwine Sarr à Emmanuel Macron en 2018. Cet économiste disait vouloir en finir avec un musée ethnographique qui fabrique un discours sur les autres. Je pose donc la question à la deuxième table ronde, à quand la fin d'un discours sur les artistes vivants d'art brut sans les artistes eux-mêmes? Je passe la parole sur cette question à Marie Giraud, critique d'art et chef de projet Égard, sans qui cette journée ne pourrait pas avoir lieu, qui va vous dire comment nous allons organiser les 2 heures qui suivent. Marie, je te cherche les yeux. Voilà. Alors écoutez, vous avez le programme devant les yeux.
J'ai une bonne nouvelle, nous sommes à l'heure, mais nous sommes dans les temps. Donc on va avoir trois grands moments. Premier moment, un point en fait avec des gens qui sont vraiment, qu'on remercie d'être venus, qui sont des historiennes d'art et qui sont des gens qui ont réfléchi sur, travaillé, cherché sur la question de l'art brut aujourd'hui, et on a très envie de les entendre sous cet angle, qui je crois était aussi un petit peu inédit pour elles, de la question du droit d'auteur chez les créateurs d'art brut. Et là on parle de créateurs historiques, mais pas seulement. Elles sont soutenues, aidées par maître Marielle Vigne, qui a écrit avec Céline Delaveau un ouvrage sur le droit d'auteur, sur les procès de l'art, qui s'appelle les procès de l'art. Et Déborah Couette, qui est elle également historienne d'art, parisien, et qui fait partie de cette équipe qui a, à force de chercher, à trouver. Et bonne nouvelle, ça va être en fait une sorte de présentation à 3 voix et en images. Ça, c'est très intéressant pour nous. On a demandé à Martine Luzardi, qui est donc la directrice de la Halle Saint-Pierre, qui est quand même le lieu historique à Paris, puisque vous savez bien que l'histoire de l'art brut, c'est une histoire qui commence avec Jean Dubuffet, mais qui très vite part en Suisse, puisque la France n'a pas voulu la collection de Jean Dubuffet. Et on peut saluer ici le travail que fait depuis combien de temps, Martine? 30 ans, 40 ans, la Halle Saint-Pierre. On ne compte plus, pour imposer, et je crois que le mot n'est pas trop fort parce que ça a été une histoire compliquée, imposer la Halle Saint-Pierre et l'art brut en France. Donc on va demander d'abord à Fanny Dutheil, qui est juriste, et qui... Non, on va vous demander après, excusez-moi, je me mélange un peu dans l'ordre. Donc Martine Luzardi va introduire cette question de l'art brut et donc de l'histoire de l'art brut à Paris et en France. Et on lui a demandé de bien vouloir l'orienter sur cette question de en quoi est-ce que la Halle Saint-Pierre a joué un rôle déterminant aussi dans la naissance d'un statut pour ses créateurs. Voilà. Ensuite, nous demanderons à ces dames de bien vouloir prendre place, et elles seront dans un premier temps épaulées par Fanny Dutheil, qui est juriste ici à la DAGP et qui viendra nous dire en 5-10 minutes comment travaille la DAGP avec ses créateurs, peut-être ou pas, spécifiques de l'art brut ou de l'art outsider. Voilà.